Bonjour et bienvenue dans notre webinaire sur la considération des phases de construction dans RFM6 présenté par Global Software. Je suis Milan Gérard, ingénieur support technique au sein de l'équipe Global à Paris et je serai aujourd'hui l'animateur de ce webinaire. Je suis issu d'une formation ingénieur génie civil au sein de l'école Polytech Lille spécialisée dans les calculs de structure en béton armé. Je serai accompagné de Damien Tonnet qui répondra à vos questions pendant le webinaire. Bonjour à tous et bonjour Milan. Je suis Damien Tonnet, je suis ingénieur support technique chez Global Software depuis maintenant un peu plus de 8 ans et je serai présent tout au long de ce webinaire pour pouvoir répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à poser vos questions via le chat. Ok. Justement, on va vous présenter la plateforme. Donc, on va masquer nos caméras pour que vous voyez l'intégralité de l'écran. Ici, on vous présente l'interface GoTo qui peut être affichée ou masquée avec la flèche orange. Et c'est dans cette zone que vous pouvez poser vos questions. Également, faire des réglages audio si besoin. Donc aujourd'hui, nous allons travailler avec notre logiciel d'analyse aux éléments finis RFM. Et l'objectif de ce webinaire est de vous expliquer comment effectuer des calculs de structure par phase de construction, donc avec le module complémentaire analyse des phases de construction. De manière générale, on fera quelques rappels sur la définition des phases de construction. Donc, je dis quelques rappels parce qu'en effet, il y a déjà un premier webinaire qui a été traité sur le sujet qui explique tout en détail sur la définition des paramètres d'entrée des phases de construction. Donc, on verra un peu de manière générale ces paramètres, mais on rentrera pas dans les détails. Le lien de ce webinaire, d'ailleurs, vous sera présenté à la fin et sera accessible après le webinaire. Donc aujourd'hui, on va surtout s'intéresser à l'interaction avec le module TDA, c'est le module analyse en fonction du temps, Time Dependent Analysis, à travers deux exemples, les deux premiers points, un exemple sur une poutre continue, très simple, et un autre exemple avec une structure sur plusieurs étages qui est un peu plus complexe et qui va faire un rappel sur les données d'entrée entre les deux modules. Au niveau du troisième exemple, on verra les modifications des propriétés de calcul avec les phases de construction. Donc c'est une fonctionnalité bien spécifique au module qui permet de modifier des propriétés. On verra ça après à travers un exemple assez simple. Et enfin le dernier sujet, c'est les sections de phase. On verra la possibilité de modifier les propriétés d'une section, les formes d'une section, avec des sections bien spécifiques qu'on appelle sections de phase et qui permettent de prendre en compte des phases de construction bien définies. Donc, on va tout d'abord faire un premier exemple avec le fluage d'une poutre continue. Donc, j'ai ici RFM ouvert sans modèle. On va créer un nouveau modèle. Pour cela, je peux aller dans le menu Fichier nouveau. En cliquant dessus, on a une boîte de données qui apparaît pour créer les données du modèle de base. Donc, on va pouvoir définir le nom du modèle. Ici, je vais définir poutre continue. On peut définir des descriptions, etc. Là, ici, on va mettre dans un projet vide. Et dans l'onglet module, vous avez donc la possibilité d'activer le module phase de construction. Donc, c'est en activant ici que vous aurez après la possibilité de définir les données d'entrée. On va également activer le module analyse en fonction du temps qu'on verra pendant l'exemple. Je vais valider, ça va me créer le modèle et on va définir déjà des données de base. Au niveau des données de base, donc on voit le premier à gauche dans le navigateur, vous avez déjà des objets de base qui sont chargés en fonction des derniers projets ouverts. Ici, pour vous montrer la définition, on va recommencer à 0. Donc on va faire un clic droit sur objet de base, tout supprimer. Donc oui. Et donc on va commencer d'abord par les matériaux. On va faire un clic droit sur l'objet de base matériaux et nouveau matériau.
Ça nous ouvre une boîte de dialogue. Ici, on peut définir les propriétés. Et ce qui est souvent fait, c'est d'aller directement dans la bibliothèque de matériaux, ici en cliquant sur la petite icône, pour récupérer le matériau qui nous intéresse. Donc ici, ça va être un matériau béton. Vous voyez qu'il y a déjà un filtre qui est défini sur béton, donc ça nous permet d'avoir directement le matériau qui nous intéresse. Et c'est un béton C3037 qui nous intéresse. Donc si je viens taper dans la barre de recherche en bas, j'ai ici tous les filtres en fonction des normes. Ici, je vais prendre la norme Eurocode 2 et valider ma sélection. Ici, les données sont remplies automatiquement dans cette boîte de dialogue. OK. On va maintenant, pour créer une poutre continue facilement, utiliser un bloc. Donc, c'est un modèle déjà fait auquel vous allez juste adapter les paramètres. Donc, pour cela, on peut passer par le gestionnaire de blocs. Je viens cliquer sur l'icône ici et donc on a le Global Center qui s'ouvre avec le gestionnaire de blocs. Ici, donc, on va utiliser la catégorie poutre et ici, la troisième sous-catégorie poutre continue. Donc là, vous avez plusieurs options qui s'affichent et j'ai déjà des favoris. Donc, je peux cliquer sur l'étoile ici en bas pour afficher uniquement mes favoris. Donc voilà, j'ai des favoris avec des poutres sur plusieurs travées avec des appuis glissants, ici le même en console. Donc je vais prendre le premier, je vais double-cliquer dessus et ça va m'ouvrir une boîte de dialogue qui va me permettre de définir facilement les charges de mon modèle de poutre continue. Donc ça vous donne plus facilement la définition des modèles. Vous n'avez pas besoin de le faire directement forcément dans l'interface de Airframe. Donc ici la boîte de dialogue modifier les blocs apparaît où on a les données pour notre poutre continue. Voilà. On va désactiver ici le chargement, on n'a pas besoin, comme ça on va définir que les propriétés géométriques et justement les propriétés géométriques, on va les définir dans l'onglet structure. Ici, on va passer sur deux travées. Donc vous voyez que l'infographie ici à droite va directement se mettre à jour en fonction des données qu'on modifie. Les longueurs de travée, on va les passer à 5 mètres pour la travée 1 et la travée 2. Donc je peux mettre 5 pour les deux. Et on va devoir définir ici un matériau et une section pour la poutre. Donc tout simplement, on va venir sélectionner ici une nouvelle section. Et on a une boîte de dialogue où on peut choisir une section. Donc ici, on a déjà les sections rectangulaires pour les sections en béton. On a aussi toutes les autres. Donc c'est ce qui nous intéresse. Donc je peux modifier directement les données ici. Dans le nom, ici c'est 1 mètre que je veux. Donc je vais mettre 1000. Donc puisque c'est en millimètres, on le voit ici. Et en hauteur, par contre, je vais prendre 200. Voilà, donc là je vais faire la vérification d'une poutre continue sur 1 mètre de largeur et 20 cm de hauteur. Ok, j'ai déjà mon matériau, donc ça c'est bon. Et on voit qu'ici l'aperçu graphique se met directement à jour. Voilà, ça me permet de visualiser si les données d'entrée sont bien définies facilement. Au niveau des appuis, je vais juste modifier. Ici, j'ai bien un appui articulé pour le nœud au début. Et pour les autres, je vais prendre un appui glissant. Donc, je vais prendre l'appui numéro 4 ici, qui se met à jour. Et je vais juste le modifier puisque je pourrais avoir une instabilité autour du propre axe de ma poutre qui pourrait tourner autour d'elle-même. Donc, je vais juste bloquer la rotation autour de son axe. Voilà, donc ici on a les degrés de liberté et si je bloque ici la rotation autour de X, on voit bien ici la mise à jour de l'appui et lorsqu'on valide, on a notre poutre continue qui se met à jour. On va faire pareil pour l'appui nodal à la fin. On sélectionne le nœud numéro 4 et OK. On peut valider et notre bloc va directement s'insérer dans le modèle de Airframe. OK. Voilà, donc là vous avez l'interface avec les cotations qui sont toujours affichées et si besoin vous pouvez modifier le bloc après dans les objets spéciaux pour mettre à jour éventuellement des propriétés directement facilement à l'aide du bloc.
Donc pour le fluage, qu'on va considérer ici dans les phases de construction, on va venir modifier les propriétés de matériaux. Donc si je redouble-clique ici dans le navigateur sur mon matériau béton, on voit que j'ai un onglet propriétés du béton dépendant du temps et on peut activer ici le fluage. En activant cette option, on a des données qui sont automatiquement disponibles en fonction de la section. Vous voyez qu'on a défini ici. On a l'âge du béton au moment considéré qui est égal à 18 262 jours. Ça correspond à une classe de service de 50 ans. Ici, 50 ans, c'est 18 262,5 jours. C'est pour ça qu'on a cette valeur par défaut. Vous voyez qu'on a la possibilité de modifier des paramètres d'humidité, d'âge du béton au moment du chargement, ici à 10 jours, et des modifications également possibles de la maturation du béton. En tout cas, on a le diagramme coefficient du fluage en fonction du temps disponible et qui va être utilisé ici pour notre section. Donc, le modèle de calcul qui est utilisé après derrière, directement dans RFM, c'est un modèle non linéaire, on appelle ça un modèle rhéologique, selon Kelvin et Maxwell, qui permet d'avoir une réduction de la rigidité en fonction des coefficients de fluage. Ça utilise après un modèle viscoélastique de matériaux et du coup, en fonction de la durée du chargement qui est variable entre les cas de charge, on a forcément un modèle qui est variable, élastiquement variable en fonction de ce chargement. Voilà. Donc, on va valider ici l'activation du fluage et on va pouvoir définir les phases de construction. Pour la définition des phases de construction, on va rester dans le navigateur à gauche ici. Vous avez ici une catégorie phase de construction. On va faire un clic droit dessus, on va pouvoir cliquer sur nouvelle phase de construction. On a une première phase qui se crée par défaut. Ici, la première phase sur notre poutre continue, c'est de considérer uniquement une poutre simple sans appui intermédiaire. Donc, on va vouloir sur la première phase ne pas considérer l'appui intermédiaire et on va venir ajouter l'appui dans une phase suivante. Donc, on va d'abord activer les objets qui sont disponibles, donc les barres, les appuis nodaux. Voilà, et en activant ces deux objets, on a des onglets qui apparaissent en plus. Dans l'onglet barre, je vais pouvoir activer toutes les barres. Voilà, et du coup, j'ai bien ma barre 1 et ma barre 2 qui sont activées pour le calcul. Dans l'onglet appui nodaux, ici, je vais venir plutôt sélectionner graphiquement puisque je ne vais pas prendre tous les nœuds et je vais venir sélectionner le nœud au début ici, le nœud 1, et à la fin ici, donc le nœud 3. Ok, le nœud 2 ne sera pas pris en compte dans la première phase. On va créer une nouvelle phase de construction. Donc, on peut cliquer ici sur l'icône avec l'étoile jaune, créer une nouvelle phase de construction et automatiquement, cette nouvelle phase continue à partir de la phase de construction précédente. Et ici, on va pouvoir tourner dans l'onglet Appuis nodaux. On voit déjà nos appuis qui sont déjà présents selon la phase précédente et on va ajouter notre appui, donc on peut activer tous les appuis. Donc là, on a bien 1-3, donc il y a bien aussi l'appui numéro 2 qui est considéré dans cette phase. Ok. Et on va également créer une nouvelle phase de construction, ici, qui se base sur la précédente, où cette fois-ci, ce sont les paramètres en fonction du temps qu'on va modifier. En effet, les premières phases, on considère directement au début du chargement, donc à 0 jour, les modifications. Mais la différence entre la phase 2 et la phase 3, c'est la durée du chargement. Donc ici, le moment de fin qu'on va considérer pour l'analyse en fonction du temps, c'est 18 262,5. Donc comme les 50 ans qu'on a vu dans les données d'entrée du matériau pour le fluage. Ok, on peut valider. On ne fait pas de modification sur les objets, on modifie juste les paramètres. Si on regarde après nos chargements, donc ici on a le poids propre par défaut qui est défini. C'est uniquement ce qu'on va prendre en compte dans cet exemple, c'est pour ça qu'on avait désactivé le chargement. Et dans la liste déroulante, on a les phases de construction. Donc si on clique sur la phase de construction numéro 1, qui s'affiche, voilà, vous voyez que l'appui intermédiaire, il est bien désactivé. Ensuite, la phase numéro 2, on prend en compte l'appui intermédiaire. Et la phase numéro 3, bah, c'est la même chose, mais avec des paramètres en fonction du temps différents.
On va regarder d'autres paramètres des phases de construction. Pour cela, on peut aller ici sur cette icône modifier la phase de construction et on a accès à la boîte de dialogue cas de charge et combinaison qui définit encore d'autres paramètres. Donc si je retourne sur la liste dans la phase de construction numéro 1, je vais ici avoir dans l'onglet cas de charge, vous voyez aucun cas de charge d'assigné. Donc c'est pour ça qu'on vient ici dans cette boîte de dialogue pour pouvoir attribuer ensuite les cas de charge à chaque phase de construction. Donc là je peux double-cliquer sur le cas de charge disponible et il vient bien se mettre dans les objets assignés de la phase de construction numéro 1. Si je clique sur la phase de construction numéro 2, on a bien le poids propre qui est automatiquement intégré en fonction de la phase précédente. Et pareil pour la phase numéro 3. Donc comme ça, toutes les phases prennent en compte et on peut les calculer. J'ai simplement à cliquer sur le bouton calculer pour la phase numéro 3. Et comme la phase numéro 3 dépend de la phase numéro 2 et que la phase numéro 2 dépend de la phase numéro 1, les 3 phases vont être automatiquement calculées. Donc d'abord le maillage et ensuite les phases de construction. Voilà. On va ensuite pouvoir regarder les résultats d'analyse statique. On a ici l'avancement en fonction du temps et le diagramme de convergence disponible pendant le calcul. OK. On va pouvoir se mettre en vue -y, donc sur le côté, pour voir les différents résultats. Donc, si on regarde notre première phase, on a ici un déplacement de 29,6. Donc là, on est sur les déformations globales. Si on regarde les efforts internes des barres, donc ici je vais dans le navigateur à gauche, le moment MY, on a un moment de 62,5. Donc on a une déformation et un moment qui est conforme au résultat RDM d'une poutre sur 2 appuis. Au niveau de la phase numéro 2, que je sélectionne, j'ai toujours un moment de 62,5 et donc je n'ai pas de différence par rapport à l'état précédent. Donc en fait, l'état final de la phase précédente est considéré ici pour la phase numéro 2. Donc on n'a pas fait de modification de chargement, mais on a bien le moment qui est présent ici. Pareil pour les déformations, on a toujours un déplacement de 29,6 mm. Par contre, maintenant, si j'affiche la phase numéro 3, ici, j'ai toujours 29,6 mm, mais si vous regardez bien, j'ai une différence. Hop, donc, voilà, je suis bien sur la phase numéro 3, j'ai 29,6 mm, mais j'ai une légère différence dans la forme de la déformée. Donc si on passe de l'une à l'autre, voilà, vous voyez en fait que entravé, la forme de la courbure est un peu différente. Là, on le voit pas très bien, on va le mettre plus en évidence directement dans les résultats de barre. Pour ça, je peux aller dans déformation locale et on va aller sur les déformations en Z. Et on va afficher toutes les valeurs. Donc là, je peux aller dans le navigateur inférieur et pour les barres, je vais pouvoir activer toutes les valeurs. Voilà, comme ça, vous allez directement le voir via les valeurs, la différence. Donc là, je suis pour la phase 3. On a, vous voyez, entravé des résultats de 25,7 par exemple. Et pour la phase 2, vous voyez que ce ne sont pas les mêmes valeurs. Donc on a bien une légère différence qui est due en fait à l'appui qu'on a ajouté. Donc on a toujours 29,6 pour la phase 2 et la phase 3 puisque l'appui qu'on ajoute empêche d'avoir des déformations supplémentaires. Par contre, à cause du fluage, on a bien une déformation qui se fait pour le reste de la poutre entravée. Voilà pour la phase 3. Si vous souhaitez regarder la différence de flèche entre la phase 2 et la phase 3, on peut afficher dans les paramètres du navigateur, ici dans cotation, les résultats sur les barres. Ça permet d'avoir en fait directement la flèche entre la déformation à l'extrémité d'une barre et par rapport à l'autre. Donc ici, on a par exemple 8,2 mm. Donc ici, il faut imaginer la barre qui vient ici et au niveau du ventre, on a bien 8,2 mm alors que pour la phase précédente, on a 6,3 mm. Donc on a 2 mm de déformation supplémentaire.
Également, si on regarde les moments, donc on va revenir ici sur les efforts internes. Voilà. On a pour la phase numéro 3 un moment qui est complètement différent du moment des phases précédentes. Le moment entravé également a fortement diminué. Ici, on est à 20 kN alors que sur la phase numéro 2, on est autour de 50 kN. Et donc, voilà. Donc, on a une différence entre le diagramme du moment de la phase 2 et de la phase 3 en considérant l'appui. Si on souhaite avoir un historique de résultats plus précis en fonction du temps, c'est possible. Ici, les paramètres par défaut disponibles dans l'onglet cas de charge et combinaison, on peut les voir dans les paramètres pour l'analyse statique. Ici, si je clique sur modifier, j'ai ici un onglet analyse en fonction du temps. Et on voit que par défaut, j'ai 5 incréments. 5 incréments sur un temps qu'on avait défini sur 50 ans, ça veut dire des résultats tous les 10 ans dans notre exemple. Donc si on active l'enregistrement des résultats pour tous les incréments de charge, au lieu d'avoir le résultat au jour 0 et au jour à 50 ans, on va avoir également tous les 10 ans des résultats intermédiaires. Donc là, je peux valider et je peux relancer le calcul. Et on va voir plus de résultats disponibles dans l'interface de RFM. Donc, on a à nouveau le calcul des 3 phases. Et on va regarder les résultats en fonction du temps. Voilà, donc ici sur la phase numéro 3, on voit qu'ici, en haut à gauche, dans le navigateur résultats, on a les incréments de charge disponibles. Donc si j'active, je vois que le pas de temps numéro 1 à 0 jours est bien de 62,5. Et si je passe au pas de temps suivant, donc qui correspond à 10 ans, on a ici 4,04. Donc on a directement au bout de 10 ans une grosse diminution et du coup ce pas de temps est beaucoup trop grand ici tous les 10 ans pour observer encore mieux l'évolution du fluage dans les premiers jours de la construction. Donc on peut pour cela ajouter une phase de construction intermédiaire. On va revenir dans le navigateur données, ici phase de construction. On va faire un clic droit, nouvelle phase de construction. Donc, on a une phase de construction 4. On va juste modifier la précédente. Donc, je reviens sur la phase 3 et ici, on va mettre 5 jours pour la fin du moment. Et la phase 4, on va pouvoir la remettre à 18 262,5. OK. Je valide. Je retourne maintenant sur ma phase 3, ici, pour 5 jours et je peux lancer les résultats. Ici, on a toujours les enregistrements pour 5 incréments par défaut, donc on aura des résultats pour les 5 premiers jours, jour 1, jour 2, jour 3, etc. Ce qui va nous donner des résultats d'analyse plus précis en fonction du temps dans les premiers jours du fluage de notre poudre continue. Voilà, donc ici on est à 0 jour, on a toujours les 62,5. Et à un jour, voilà, on a une diminution qui commence à se faire avec ici 38,83 kN. Et lorsqu'on passe à 2 jours, 3 jours, 4 jours, etc., ça diminue. Voilà, donc vous pouvez également regarder les résultats des appuis. Ici, si on affiche les réactions d'appui en Z, voilà, vous avez les réactions d'appui ici au jour numéro 4. On peut également afficher les efforts internes tranchants pour comparer. Voilà, on voit bien ici la somme qui est égale à la réaction d'appui. Et si on revient sur le pas 1, on a un effort tranchant linéaire correspondant tout à l'heure à nos efforts provenant d'une poutre sur 2 appuis uniquement, donc sans appui intermédiaire. Et à partir du moment où l'appui intermédiaire est considéré, rentre en jeu dans la phase de construction, on a une réaction d'appui et un effort tranchant qui commence
à s'activer. Voilà, et donc plus on avance dans les pas de temps, plus l'effort tranchant augmente avec le fluage et la réaction d'appui qui augmente également. Ok. Également, donc, on a la possibilité de considérer les phases dans les combinaisons pour considérer donc l'influence du temps directement selon les normes et ainsi créer des situations de projet qui incluent toutes les combinaisons de phases de construction. Donc pour cela, on peut retourner dans le tableau cas de charge et combinaisons. On a donc ici les situations de projet qui peuvent nous intéresser pour les différentes normes à vérifier, ELU, ELS, etc. Ici, on va supprimer par exemple les deux dernières. On va juste s'intéresser sur une ELU et une ELS caractéristique. Et on va modifier ici l'assistant de combinaison pour générer automatiquement les combinaisons en fonction de la norme. Voilà, on va prendre une analyse géométriquement linéaire comme pour les cas de charge pour avoir les mêmes paramètres. Et on va activer considérer l'état initial. Donc c'est cette option qui va vous permettre de générer les phases de construction dans les combinaisons. Et on peut aller dans l'onglet état initial et on va sélectionner la phase 2, 3 et 4 qui nous intéressent ici avec un appui intermédiaire. La phase 1, on peut l'ignorer car elle ne va pas être pertinente pour les vérifications finales par exemple. On valide et directement dans l'onglet combinaison de charge, on a ici 7 combinaisons de générer. La première combinaison, ici, on voit un facteur de 1,35 pour le poids propre. Donc, vous voyez que ça prend automatiquement les coefficients en fonction de la norme. Ici, cette combinaison 1, elle dépend de la phase de construction 2. Et c'est pour ça qu'on a une combinaison 7 qui est générée pour considérer la phase de construction 1 avec un facteur de 1,35. Même si elle n'est pas prise en compte dans la norme, c'est pour ça qu'elle n'a pas de situation de projet, elle est quand même générée pour pouvoir être calculée et prise en compte phase de construction après phase de construction. Donc ensuite, la combinaison 2, elle reprend l'état initial de la combinaison 1 et la combinaison 3, celle de la combinaison précédente. Pareil pour le LS, sauf que là, il n'y a pas eu besoin de générer des combinaisons puisqu'un facteur 1 pour chaque phase de construction suffit et c'est pour ça que les phases de construction sont reprises directement dans l'état initial. Donc ça, c'est pour la phase 2 avec la phase 1 en état initial. Pour la phase 3, c'est bien la phase 2 en état initial, etc. Ok, là on peut cliquer sur tout calculer et du coup on aura directement les résultats de vérification par phase de construction avec les coefficients de combinaison qui sont appliqués. On va voir également que dans les listes déroulantes, dans les options de résultats, on a des options supplémentaires pour les combinaisons car on a l'état initial qui est considéré pour chaque phase de construction. Voilà, donc ici on a toutes les combinaisons. On a également la phase 4 qui n'avait pas été calculée tout à l'heure, qui est calculée. Et on voit ici l'avancement du calcul rapide. Ok. Ici, par exemple, on peut regarder la combinaison 5. Ça correspond à la phase 3 qu'on a vue tout à l'heure pour le poids propre avec un coefficient de 1. Donc, comme ça, on est sur les mêmes types de résultats. C'est juste pour vous montrer la définition avec les combinaisons. Et si on regarde le dernier pas ici, le pas 6, on a des efforts internes, par exemple sur le moment MY, ici, comme tout à l'heure, où on voit la différence par rapport à la phase 2 et le moment qui est induit directement par le fluage et qui donne une distribution des efforts à fonction du nouvel appui. Voilà. Hop. Et pareil pour la phase 4, on peut regarder directement. Voilà, donc ça c'est à partir de 50 ans, on a directement les résultats. Ok, on va pouvoir fermer ici cet exemple et on va passer sur un exemple identique mais directement sur un modèle avec
un peu plus complexe, mais toujours avec l'analyse en fonction du temps. Alors, ici, vous avez donc un modèle d'étage donc qui représente beaucoup plus de phases de construction que le simple exemple avec les poutres continues. Il faut savoir que c'est un modèle inspiré du précédent webinaire sur les phases de construction. Donc, si vous êtes intéressé sur toute la définition des étages, des charges par étage, etc., vous avez le lien à la fin du webinaire pour avoir plus d'informations. Là, on va juste comparer les résultats en fonction du temps sur un modèle avec et sans analyse en fonction du temps. Donc, juste pour rappel, voilà, vous avez un cas de charge de poids propre et de charge d'exploitation. On voit ici les charges d'exploitation et les phases de construction. Donc, bien sûr, reprennent étage par étage la considération du phasage du bâtiment. Dans le navigateur donné ici, on voit bien toutes les phases de construction. Et si je double-clique sur l'une d'entre elles pour afficher les détails, on va voir qu'on a l'analyse en fonction du temps qui est activée et ici qui a été définie à chaque fois sur 28 jours pour prendre en compte le durcissement du béton à chaque fois par étage. Donc ici, voilà, phase après phase, on est toujours sur une durée de 28 jours. Si je prends ma première charge et que je modifie ici à 14 jours, par exemple, automatiquement, les phases suivantes se basent sur cette modification. Également, une fonctionnalité disponible, c'est ce petit bouton ici en bas à gauche qui vous permet d'afficher l'organigramme des phases que vous sélectionnez pour voir quelles considérations de phases sont prises les unes après les autres, ce qui peut être plus parlant ici sous forme d'organigramme. Ok. Au niveau des phases, ici, on va pouvoir regarder également dans la boîte de dialogue. Je vous ai pas montré tout à l'heure, mais c'était bien disponible. Vous avez également la possibilité de modifier les durées de chargement ou de calcul d'analyse en fonction du temps directement ici dans cette boîte de dialogue, ce qui revient au même, ce qui est automatiquement synchronisé avec l'autre boîte de dialogue. Ok. Dans l'onglet cas de charge, on a uniquement le poids propre qui est considéré. Et si je prends phase après phase, on a uniquement le poids propre qui est considéré. Et on a seulement la charge d'exploitation qui est appliquée à partir de la dernière phase. Donc une fois que tous les étages sont construits, on peut appliquer la charge d'exploitation. Ok. Le fluage est également activé. On peut le voir ici dans le matériau. Je peux double-cliquer ici. On a bien les propriétés du béton dépendant du temps qui est activé. Ok, on va pouvoir regarder les résultats d'analyse. Donc je vais me mettre ici sur le LU. On a directement les résultats que je peux afficher ici dans la barre d'outils. Voilà, donc là c'est les déformations pour l'instant qui sont affichées. Comme on est sur le LU, donc avec toutes les combinaisons, ici combinaison 1 avec seulement le poids propre et combinaison 2 avec la charge d'exploitation, on a donc une enveloppe de résultats correspondant aux déformations maximales et minimales. Si on le souhaite ici, on peut afficher les valeurs max et du coup, on a un visuel ici des déformations. Par exemple, si on met sur cette vue latérale, avec une valeur max de 92 à peu près au milieu ici sur le bâtiment. Pour comparer donc avec et sans analyse en fonction du temps, il y a un autre modèle qui est ouvert ici sans analyse en fonction du temps. Je vais afficher les deux en même temps. Je vais utiliser la mosaïque verticale. Ça me permet voilà d'avoir les deux modèles ouverts côte à côte. Je vais pouvoir comparer ici. On va également afficher les résultats. Hop, on va se mettre sur le LU. On affiche également les résultats de déformation sur les valeurs max. Donc déjà, vous voyez qu'on a 2 fois moins de déformation, par exemple, sur le LU ici avec une valeur max de 46 mm.
Au niveau des détails de déformation, c'est expliqué dans le webinaire précédent, donc n'hésitez pas à aller là-dessus si vous souhaitez avoir plus de résultats sur l'analyse statique. Là, ce qu'on va regarder tout simplement, c'est les résultats de béton, de vérification du béton. On va voir l'impact sur les armatures inférieures et supérieures de nos planchers ici, qui sont d'un côté appuyés sur un poteau et de l'autre encastrés dans un voile. Donc, on va pouvoir regarder les résultats sur les efforts internes des surfaces. Donc ici, par exemple, sur le modèle avec l'analyse en fonction du temps, on peut afficher, vous voyez, pour les surfaces, les moments MX. Voilà. Et pour visualiser plus facilement, on a directement une coupe de résultats qui est disponible et on peut voir, si on désactive uniquement les surfaces, voilà, une lecture facilement des moments entravés de la surface et au niveau de la jonction avec le voile. Pareil pour le modèle sans analyse en fonction du temps. Si on affiche la même chose, on a ici les résultats de surface qu'on active, les coupes de résultats qui sont disponibles. Et vous voyez donc que par exemple, on a des moments qui vont être utilisés pour le calcul des armatures inférieures et supérieures qui sont légèrement différents entre les deux modèles. Ce qu'on voit par contre très clairement sur la courbe des moments, c'est qu'on a une dalle qui est articulée d'un côté au niveau du poteau et qui est bien encastrée au niveau du voile. Ok, donc sur la vérification du béton, on peut regarder ici, on sélectionne dans le navigateur résultat la vérification du béton et on va avoir soit des résultats de vérification, soit d'armature. Ici, on va regarder directement les armatures sur les surfaces, les armatures requises, longitudinales. Et ce qui nous intéresse, par exemple, pour l'instant, c'est les armatures inférieures, là où on a vu les moments. Donc, on va activer ici. Voilà. Et on va bien activer les coupes de résultats. OK. Et je peux désactiver maintenant sur les surfaces. Voilà, on a ici les armatures inférieures correspondant au moment qu'on a vu. Je vais faire la même chose sur le modèle avec analyse en fonction du temps. Je viens sélectionner la vérification du béton. J'active ici sur les surfaces et les coupes de résultats. Voilà, je peux désactiver. Et on a ici un comparatif avec des moments qui sont assez similaires. Donc, le fluage ici, par exemple, sur le moment à traver, n'a pas forcément d'impact significatif. On verra que ce n'est pas forcément le cas pour les armatures supérieures. Donc, si cette fois-ci, je sélectionne les armatures en haut, on a ici, voilà, les armatures avec l'analyse en fonction du temps. Et pareil, sans analyse en fonction du temps, on a ici des valeurs qui sont un peu plus différentes, notamment en tête. On voit ici par exemple que sur cette zone, on a le double d'armature par rapport à l'autre qui est disponible et également au niveau de la jonction avec le voile, près de 1,5 cm² de différence entre les deux modèles. Donc on a voilà, sur un exemple un peu plus concret, des différences notables sur le calcul des armatures requises, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc c'était les deux exemples de présentation sur le module en fonction du temps et l'interaction avec les phases de construction. On va voir maintenant deux autres fonctionnalités à travers deux autres exemples. Donc là, je vais venir tout fermer et on va passer sur la modification des propriétés de calcul. Pour cela, alors je vais pouvoir désactiver hop, les modèles et on va pouvoir ouvrir le modèle sur les propriétés de calcul. Ici, je vais venir ouvrir et je vais sélectionner, voilà, ce modèle. Donc, comme on l'a vu précédemment, on peut modifier, ajouter ou désactiver des objets structurels dans les phases de construction, mais également, grâce à ce module, vous pouvez modifier des propriétés d'objets en fonction de plusieurs phases, de la même manière. C'est-à-dire que si on a sélectionné des barres, des surfaces ou des solides dans les différents onglets, des onglets de phase de construction,
on peut modifier les propriétés par rapport à la phase de construction précédente dans les onglets supplémentaires. Donc ici, dans notre exemple, on va modifier la définition des longueurs efficaces de nos barres en acier. Pour cela, je vais vous donner un peu plus d'explications sur le modèle et les hypothèses de chargement. Ici, on a un poids propre, des charges permanentes qui sont appliquées, des charges d'exploitation et également des charges de vent. Et on voit également qu'il y a des imperfections qui sont prises en compte. L'hypothèse ici dans ce modèle, c'est que le bâtiment il est existant ici, donc c'est un bâtiment qui existe et qui est maintenu sur un autre bâtiment. Sauf que des constructions sont à prévoir entre les deux bâtiments et du coup, cette zone ici de maintien entre la structure et le bâtiment existant va être temporairement désactivée pour la construction. Donc on souhaite voir le comportement de la structure sans cet appui intermédiaire et du coup la longueur efficace qui ne va plus être la même sur cet appui et également sur ce profilé HEA 200 qui n'existera plus temporairement. Donc je vais vérifier dans les données de base l'activation de mon module. Voilà, donc ici je vais pouvoir l'activer, analyse des phases de construction. Et également, j'ai un module stabilité de la structure qui est activé, qui va me permettre de calculer les facteurs de charge critique pour les phases de construction. On va valider et on va pouvoir définir les phases de construction. Dans le navigateur ici, données, je fais un clic droit, nouvelle phase de construction. La première phase, donc c'est la structure qui existe, qui doit être considérée. Donc on va avoir toutes les barres et tous les appuis nodaux. Donc ici, je sélectionne les deux types d'objets. Dans l'onglet barre, je vais activer tout. Et dans l'onglet appui nodaux, je vais également activer tout. On voit ici qu'on a 2, 4, 6, 8 appuis qui sont définis et on va en désactiver certains dans la phase suivante. Donc je crée ici une nouvelle phase de construction. Et je vais désactiver donc les barres qui vont être à désactiver. Je vais dans l'onglet barres et dans désactiver, je vais venir ici sélectionner graphiquement les barres et je sélectionne ici ces deux barres, la numéro 13 et la numéro 20. OK. Et vous voyez que dans l'onglet appui nodaux, automatiquement les appuis qui étaient rattachés à cette barre sont automatiquement désactivés. Je n'ai plus que 6 appuis. Donc c'est très bien défini. Voilà, on peut regarder la phase de construction numéro 1. Ici, on a toutes les barres. Et la phase de construction numéro 2, on a bien là-bas les barres et les appuis qui sont désactivés. Ok, on va modifier ici dans la boîte de dialogue cas de charge et combinaison les cas de charge. On peut également renommer les phases de construction pour que ce soit bien précis dans la dénomination. Ici, la phase numéro 2, on va cliquer sur non défini par l'utilisateur et on va l'appeler structure, structure temporaire. Donc ça, c'est la dernière phase. Et la phase du début, on va la renommer structure existante. Voilà, qui est la structure complète. Hop. OK. Dans l'onglet cas de charge, on va tout ajouter ici. Tous les cas de charge. Donc, dans la structure existante, on a le poids propre, les permanentes, les charges d'exploitation, le vent qui agisse, etc. Et dans la phase de construction numéro 2, vous voyez que les charges d'exploitation et les charges de vent ne sont plus prises en compte. Ici, elles sont définies comme présentes dans la phase de construction précédente, mais elles ne sont plus attribuées. On va tout simplement ajouter la phase de construction numéro 4, ici. Pourquoi pas la numéro 3? Parce que pendant la construction, on va supposer que aucune charge d'exploitation n'est possible dans le bâtiment existant. Donc pendant la phase de construction, on n'aura pas d'exploitation pendant les travaux. Voilà, donc on peut modifier de cette façon les différents cas de charge entre les phases. OK. On va aller dans l'onglet situation de projet pour pouvoir générer automatiquement les combinaisons et également activer l'analyse de stabilité. Donc je vais modifier l'assistant de combinaison.
Ici, j'ai l'analyse de stabilité qui est activée, donc un facteur de charge critique va être calculé à chaque fois pour toutes les combinaisons de phases qui vont être générées. Et du coup, le mode de flambement des barres sera disponible et ensuite exploitable dans les modules de vérification. On va activer, comme tout à l'heure, l'état initial pour bien prendre en compte les phases. Donc, j'active les phases, je vais dans l'onglet état initial et ici, je peux ajouter la phase 1 et la phase 2. OK. Dans l'onglet général, je peux choisir également du second ordre pour l'analyse statique, valider. Et dans l'onglet combinaison de charges, automatiquement, j'ai mes combinaisons qui sont générées. Je peux agrandir la fenêtre pour mettre en évidence ici, voilà la liste. On voit ici tous les coefficients qui sont appliqués. Pour les 5 premières combinaisons, on voit que ça dépend de la phase numéro 1 et que du coup, les deux autres, ce sont uniquement pour la phase 2, puisque là, on a moins de combinaisons, puisqu'on a uniquement le vent. Également, donc on peut le voir dans l'onglet attribution, les deux phases, voilà, avec ou sans vent, et pour les autres, l'alternance avec le vent et les charges d'exploitation. Également, ce qu'on voit pour toutes les combinaisons, c'est qu'on a l'imperfection qui n'est pas prise en compte. Donc ça, je ne l'ai pas détaillé et on va pouvoir l'ajouter en retournant dans les phases de construction ici. Voilà l'onglet phase de construction. Je vais venir sur la phase 1 dans l'onglet général et on va activer la considération de l'imperfection que je vous ai présentée au début. Et cette fois-ci, dans l'onglet combinaison de charges, on aura bien l'imperfection qui sera prise en compte à chaque fois et qui sera également pris en compte dans l'analyse de stabilité. OK, on valide. On peut lancer le calcul sur le LU. Donc, je sélectionne le LU et je peux demander à afficher les résultats. Ici, donc, on a le maillage qui est tout d'abord généré. Et ensuite, on va avoir les combinaisons avec les phases de construction qui vont être calculées. Également, vous voyez les mêmes combinaisons deux fois. C'est que la première fois, c'est pour le calcul d'analyse statique et la deuxième fois pour le calcul de stabilité. Et on va voir les résultats. OK, donc on est ici sur les résultats de déformation. Pareil que tout à l'heure, on est sur le LU, donc on a des valeurs max et min. On peut afficher uniquement les valeurs max. Le déplacement, on peut faire une animation pour voir plus facilement comment se déforme la structure. Ici, on voit que c'est le vent avec les imperfections qui donne des déplacements maximales. Et pour les résultats d'analyse de stabilité, pour connaître le facteur de charge critique maximale, je peux mettre en évidence ici dans le tableau analyse statique, aperçu, on a le facteur de charge critique minimale qui est donné pour la combinaison numéro 3, avec un facteur de proche de 6. Donc on sait que c'est la combinaison 3 qui est la plus défavorable pour l'analyse de stabilité. Donc on peut la sélectionner. Ça correspond donc à toutes les charges ici, avec la charge d'exploitation en dominant. On peut masquer les charges ici pour le résultat. Et on a ici donc les résultats d'analyse statique et de stabilité dans le tableau également. Donc si je sélectionne ici l'analyse de stabilité, on retrouve le facteur de charge critique proche de 6 avec le mode de flambement qui est affiché. Ici, on voit que le mode de flambement, c'est un mode de flambement local pour les premiers poteaux, ici proche des appuis intermédiaires. Et on peut passer d'un mode à l'autre. Voilà. Voilà, alors, excusez-moi, c'est plutôt un mode global ici, entre le premier portique. Et c'est ici ce mode numéro 3, qui est un mode local pour notre poteau, par exemple. Qu'on voit bien ici avec une double courbe, avec le maintien intermédiaire qui est bien pris en compte. Si on regarde pour la combinaison 4, donc sans exploitation, puisque nous après on va regarder la structure temporaire qui n'a que du vent, on va comparer par exemple la combinaison 4 avec uniquement du vent, et pareil, le mode numéro 3, c'est aussi le mode de flambement local sur le poteau. Et donc les deux combinaisons qui peuvent être comparables, c'est la combinaison 4 avec 1,5 fois le vent et la combinaison 7 également pareil, mais pour la phase de construction numéro 2. Et on voit qu'ici, les modes de flambement sont différents. Si je raffiche le mode 1,
voilà, on voit que le mode local du poteau, cette fois-ci, ne prend pas en compte l'appui intermédiaire et du coup, on a une longueur de flambement plus défavorable qui doit être utilisée pour la vérification de l'acier. Ok, donc on va maintenant passer à la fameuse vérification de l'acier et la modification des longueurs efficaces dans les phases de construction. On va revenir dans le navigateur données. Vous avez ici un dossier type pour la vérification de l'acier avec des longueurs efficaces qui sont déjà paramétrées. Lorsque vous avez des définitions en bleu ciel, ça veut dire qu'aucune longueur efficace n'est assignée dans le modèle. Donc, on va double-cliquer sur ici celle-là. On peut aller dans l'onglet appui nodaux et longueur efficace. Et ici, on a seulement un maintien au début et à la fin d'une barre qu'on peut définir. Donc ici, on n'a aucune barre qui est attribuée. Et si je clique sur la longueur efficace numéro 1 avec des maintiens intermédiaires, ici, on voit l'attribution sur l'ensemble des voilà, l'ensemble des poteaux sur lesquels on considère bien le maintien pour la phase de construction numéro 1 et du coup avec ce type de maintien voilà, qui est défini. Ok, en valeur absolue, si on affiche, on voit qu'on a donc une longueur efficace de 4 mètres et non pas de 8 mètres par rapport à l'axe Z. Pour les poteaux, et ce qui ne va pas être le cas pour les phases de construction numéro 2, où on va plutôt définir un maintien biarticulé. Ok. On va maintenant donc dans les phases de construction, et on va pouvoir faire un clic droit sur la phase numéro 2, modifier. Dans l'onglet barre, ici, que je vous ai présenté depuis le début, vous avez les modifications possibles des propriétés de barre. Donc, on va sélectionner graphiquement les barres à modifier les propriétés. Et ça va être, en l'occurrence, ici, tous les poteaux. OK. On valide. Et dans les propriétés à modifier, vous avez plusieurs propriétés disponibles en fonction des modules que vous activez. Ici, c'est l'exemple sur la vérification de l'acier, mais c'est disponible avec différents modules, vérification du bois, du béton, etc. Et donc, ce qu'on va modifier, c'est les longueurs efficaces. La valeur originale, c'est le maintien intermédiaire. Et la nouvelle valeur qu'on souhaite prendre en compte pour cette phase de construction, c'est biarticulé. OK, on valide. Oui. Et donc, on va lancer la vérification de l'acier. Je peux aller via le tableau. Ici, on va juste comparer les deux combinaisons pour avoir des résultats facilement comparables. Donc, je vais sélectionner ici les combinaisons à calculer. Je vais uniquement sélectionner la combinaison 4 et la combinaison 7. OK. Je valide et je peux afficher les résultats. Voilà. Donc, on a le calcul de la combinaison 7, la vérification de l'acier et on a les résultats ici dans le tableau. Donc le premier tableau qui s'affiche par défaut, c'est le tableau ratio de vérification par phase de construction. On a ici les premières lignes sur le contrôle de section et ensuite sur la stabilité. Nous, ce qui nous intéresse, c'est uniquement la stabilité. Donc je vais pouvoir désactiver ici dans le gestionnaire, voilà, ici, gestionnaire du tableau de résultats. Je vais pouvoir désactiver le contrôle de section pour regarder uniquement les résultats de stabilité. OK. Voilà, ça me permet de comparer facilement toutes les formules de stabilité entre les deux phases de construction. Donc on a la première phase avec un ratio de 0,665 et on voit ici le mode de flambement qui est affiché avec l'appui intermédiaire qui est bien pris en compte. Si je double-clique sur la formule de vérification, on a accès aux détails et on voit bien que la longueur de flambement selon l'axe Z est bien pris à 4 mètres. OK. Si désormais je clique sur la formule pour la phase numéro 2, on a un ratio de 0,854, donc un ratio plus élevé. Et là, on voit bien le mode de flambement qui ne prend pas en compte l'appui intermédiaire. Et si je double-clique sur la formule, on a bien dans les détails de vérification une longueur de flambement égale à 8 mètres. Donc on a bien pris en compte, selon chaque phase de construction, des propriétés de longueur efficaces différentes. Donc c'est ce que permet le module phase de construction avec les différents modules de vérification de matériaux. Ok, on va pouvoir passer au dernier exemple.
pour vous présenter les phases, les sections de phase, pardon. Donc la modification des sections. On va créer un nouveau modèle, fichier nouveau, où la modification des propriétés peut se faire également sur les sections. Donc on va tout simplement modifier la section d'une petite barre au cours des différentes phases. On va donner un nom au modèle, section de phase. OK. Et dans l'onglet module, on va activer l'analyse des phases de construction et on va désactiver les assistants. On va pas en avoir besoin. Hop, section, mince, un problème sur la saisie ici. Hop, section de phase. Hop. OK. Voilà. Pareil, on a directement les matériaux et on va ici supprimer les épaisseurs, on n'en a pas besoin, modifier les sections à utiliser. Donc je vais pouvoir double-cliquer sur la section existante et on va utiliser non pas métrique. Hop, d'ailleurs je vais supprimer. On va créer une nouvelle section ici. Avec. Et on va définir ici une section paramétrique massive 2. C'est ce type de section qui va pouvoir être considéré dans les phases de construction, puisqu'on peut définir différentes parties sur la même section. Ici, celle qui nous intéresse, par exemple, c'est la section en T. Donc, je la sélectionne. On pourrait modifier ici dans l'onglet paramétrique les dimensions, mais là, on va faire l'exemple tout simple. OK, et on va créer maintenant une nouvelle section. Et cette fois-ci, dans les types de sections, j'ai bien le type de section de phase disponible. Donc automatiquement, il va retrouver une section parente en fonction des précédentes sections définies. S'il n'y en a pas, je ne pourrais pas choisir de section de phase. Et on va pouvoir choisir les parties actives. Donc par exemple, sur cette première section, on va désactiver la partie 1 ici de nervure pour avoir uniquement la semelle qui correspondrait à la première phase de construction de cette section. On va créer une nouvelle phase de construction juste à titre de comparaison pour la suite, où là c'est l'inverse, on va désactiver la partie 2 pour voir l'addition des charges en fonction des différentes parties de section. OK, on va donc créer une nouvelle barre ici avec la section de base ici, paramétrique. OK, et on va créer une barre de 5 mètres par exemple, tout simplement. OK, on va ajouter des appuis ici, on va définir, on va modifier ici pour bloquer la rotation, l'appui nodal, OK, OK. On va pouvoir sélectionner le nœud. Voilà. OK. On peut cliquer sur appliquer et on va sélectionner un appui glissement et là sélectionner l'autre nœud. OK, OK. Voilà, comme ça on a un modèle de poutre simple qui est stable. Et on va définir les phases de construction. On peut faire un clic droit ici, nouvelle phase de construction. Donc la première phase, c'est uniquement la première partie de la section qui est à considérer. Donc on peut renommer pour expliquer clairement ce que c'est. Retombée de poutre uniquement. Voilà. On va activer la barre et les appuis nodaux. Dans l'onglet appuis nodaux, on va activer tous les appuis. Et dans l'onglet barre, on va venir tout activer et modifier directement les propriétés de la barre numéro 1. Et cette fois-ci, dans les propriétés à modifier, j'ai la section en début de barre. Ici, c'est la valeur originale, sauf que dans cette première phase, je souhaite utiliser
ma deuxième section avec uniquement la retombée de poutre. On va créer une nouvelle phase de construction où on va prendre cette fois-ci toute la section. Donc je vais renommer ici, je vais l'appeler poutre entière. Voilà. Dans l'onglet barre, on va venir remodifier les propriétés de la barre 1 pour le section en début de barre. Et cette fois-ci, je retourne sur ma poutre numéro 1 où j'ai toute la section. Voilà, donc c'est les deux phases principales qui m'intéressent. Je vais juste copier la phase de construction numéro 2 pour avoir, en fait, à partir de la phase de construction numéro 1, la comparaison avec uniquement la nervure. Donc là, je vais renommer, je vais l'appeler nervure seule. Voilà. Et dans l'onglet barre, on va modifier ici la valeur en mettant numéro 3. OK. Hop, on va juste bien mettre ici au début. OK. On va activer tout. Apinodo, tout. OK. Et donc, ici, je vais pouvoir aller sur la première phase. On va juste rajouter le cas de charge de poids propre par défaut. Donc, dans la phase 1 et c'est bien présent dans la phase 2 et la phase 3. La phase 3, je rajoute également le poids propre. Je peux cliquer sur tout calculer. Ici, j'ai les trois phases qui vont être mises au calcul. Et donc, on va voir les résultats en fonction des phases et la prise en compte petit à petit de la construction de la section. OK. On a ici la déformation. Si je me mets sur la phase numéro 1, j'ai une déformation de 0,2 mm. Si je me mets sur la phase numéro 2, j'ai une déformation de 0,3 mm. Donc j'ai une différence de 0,1 mm entre la première phase. Si je regarde directement ce que ça donnerait sous poids propre, j'ai également une différence de 0,1 mm. Donc la phase numéro 2, elle prend en compte les déformations existantes, donc qui étaient les 0,2 mm, plus les déformations totales. On a bien les retombées de poutre à 0,2 plus le poids propre de la section entière qui donne un résultat de 0,3. Pour les efforts internes, on peut également regarder les moments. On a ici un moment de 16,41 pour la phase 2. Pareil pour la phase 1, pardon, on a un moment de 7,03. Pour le poids propre, on a, donc avec toute la poutre, on a également un moment de 16,41, donc qui correspond bien au moment de la phase 2 où il y a toute la poutre. Et par contre, le moment de la phase 1, il est inférieur, on a seulement 7,03. Et c'est pour ça que j'ai créé la phase 3, pour comparer ici la phase 3 avec la nervure seule, on a un moment de 9,38. Et si j'affiche ici la console, pour calculer les moments, je peux faire 7,03 plus 9,48. Donc les deux moments pour chaque la nervure et la retombée seule. J'ai bien un moment de 16,41. Pardon, c'était pas 9,48, c'était 9,38. Et ça fait bien 16,41. Donc voilà, le moment de la phase numéro 2, ici 16,41, il résulte bien de chaque partie de la section individuelle. Voilà, donc c'était simplement cet exemple pour les sections de phase. Et pour ce webinaire, on arrive à la fin. Comme je vous l'avais dit, je n'ai pas montré en détail les données d'entrée pour le modèle de phasage sur tout le bâtiment complet, puisqu'il a été présenté dans un autre webinaire. Vous avez le lien ici qui sera disponible sur la page du webinaire, et ça vous donnera accès ici sur notre site web. Voilà, sur ce webinaire qui existe déjà, qui a été fait il y a 2 ans, sur les phases de construction, et vous voyez le modèle et vous avez plus d'informations sur les étapes, surtout la construction des étapes étage par étage. Également, vous avez accès sur notre site web à d'autres
ressources telles que la géolocalisation qui vous permet d'avoir les charges caractéristiques des zones de neige et de vent, les propriétés de section, des FAQ et des bases de connaissances que vous pouvez filtrer en fonction du module analyse des phases de construction pour avoir directement les thématiques associées, également des modèles de calcul à télécharger de phasage. Sur notre chaîne YouTube, vous retrouverez donc les 2 webinaires, celui de 2022 et d'aujourd'hui sur les phases de construction, mais également d'autres webinaires disponibles. Nos versions d'essai également disponibles sur le site web. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous téléphoner directement par téléphone au numéro indiqué ici ou à nous envoyer directement par l'adresse mail info@global.fr. On pourra vous répondre directement pour vous proposer également des démonstrations sur nos produits. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.